Madame, bonjour messieurs. Je suis ravie d'être parmi vous. Je tenais également à remercier Madame Martina Dupré donc, du Musée de l'Illustration ainsi que Mesdames Lucas et Didrich, ici présentes, pour m'avoir invitée et afin que je puisse vous parler de Benjamin Rabier, notamment, puisqu'il est à l'honneur au Musée de l'Illustration et puis que c'est aussi un de mes sujets de recherche. Voilà. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de Benjamin Rabier et du renouvellement du comique animalier dans l'entre-deux-guerres afin de pouvoir mettre en valeur les livres du Fonds sans voisin qui détient quelques ouvrages originaux de Benjamin Rabier et de montrer comment celui-ci a fait évoluer son trait à travers les albums et en particulier à travers la saga Gédéon qui a rendu également célèbre son auteur et illustrateur. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai intitulé ma conférence d'aujourd'hui Benjamin Rabier et le renouvellement du comique animalier dans l'entre-deux-guerres avec l'exemple de Gédéon puisque ces albums sont parus de 1923 à 1939. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut souligner, c'est que Benjamin Rabier est dans la droite lignée des peintres animaliers comme Oudry ou bien Granville, qui lui aussi a illustré des fables de La Fontaine. Et donc, il donne à ces animaux une expressivité qui leur confère, on va dire, une indéniable humanité. Et le faciès humain, d'ailleurs, lui propose des traces, je dirais, de sa parenté animale. Et à l'instar des physiognomistes, il décèle l'invisible animal qui dort en nous. Toutefois, son trait va évoluer et l'occupation de l'espace graphique également, dans la page, on pourra le constater, se module au gré de ses intentions idéologiques et en même temps, donc aussi, il va se moduler d'une guerre à l'autre, entre la guerre de 14-18 et la guerre de 39-45. Donc, par exemple, de Flambeau Chien de guerre, en 1915, au Bestiaire Berrichot, en 1919, jusqu'à la saga, justement, Gédéon, achevée en 1939, et à la mort de l'artiste, notamment, en passant par les contes donc, de la Phosphatine Falière, le dessin et le format des albums changent et pose le problème du recours à l'anthropomorphisme par l'illustrateur, de ses manifestations, de son évolution, de son sens aussi et de ses prolongements dans la littérature animalière post-bellum. Ainsi, donc, par exemple, Flambeau porte haut les couleurs nationales en 14-18. Gédéon, lui, va témoigner, au contraire, de mutations, je dirais, iconographiques et axiologiques dans la façon de se comporter. En 1950, Jean de Trigon lui rappelle dans son Histoire de la littérature enfantine que les enfants ont rêvé à Gédéon, le canard aux expressions humaines et les albums foisonnants notamment de détails qui forment une collection dont l'auteur a bien mérité de l'enfance. Leur succès mérité fut trop universel, dit-il, pour que nous ne citions pas cette comédie animale. Alors il est vrai que les 16 albums de Gédéon qui sont parus entre 1923 et 1939 constituent un bon reflet, pourrait-on dire, de la contribution de Benjamin Rabier à la métamorphose de son dessin dans les albums pour enfants de l'entre-deux-guerres. Alors, outre les échos publicitaires que l'on connaît, dont il témoigne à travers les apparitions, par exemple, de la vache Blanchette ou à l'image de la vache qui rit, ces albums donc, vont évidemment s'inscrire dans un autre contexte, celui de Gédéon, et donc vont avoir du succès. Alors pour expliquer cette réussite, je souhaiterais évoquer 3 points, en particulier donc les qualités novatrices de l'illustrateur Rabier, le rapport texte-image qu'il offre, ce que certains appellent l'iconotexte, donc rapport entre le texte et l'image et ce que peut dire même l'image elle-même, qui est en pleine mutation, et puis toute la richesse philosophique, je dirais, que recèlent ces dessins apparemment destinés aux enfants, mais qui sont porteurs d'idéologie. Alors, je souhaiterais d'abord commencer par contextualiser donc l'apparition de Gédéon. Et les albums de Gédéon donc, orientent, on pourrait dire, une nouvelle focale sur des héros de bandes dessinées et d'albums.
Alors, pour cerner le paradoxe Gédéon, un original classique, pourrait-on dire, il faut l'inscrire au milieu de ses contemporains. Et alors, qui sont les contemporains de Gédéon? Winnie l'ourson, qui est créé en 1926, Tintin, créé en 1929, et Babar, créé en 1931, et qui continue donc jusqu'en 1989. Alors, l'univers animalier de Rabier, donc, lui, a un avantage sur celui de ses créateurs, comme Mein, Hergé ou Brunoff, ou même Walt Disney, parce que, on va dire qu'il reproduit les exigences de sa société. Et une société, parfois en mal de repère, entre les deux guerres, tout en permettant à l'animal de s'émanciper et de tourner en ridicule aussi ceux de ses congénères qui sont au service de l'homme. Donc il existe une rude concurrence au moment où Gédéon commence à apparaître, mais c'est une période, on pourrait dire, fructueuse pour Benjamin Rabier. Alors le père de Gédéon va créer, on pourrait dire, un genre hybride entre bande dessinée et album, et il va mettre à profit aussi les qualités de scénariste, parce qu'il est aussi scénariste, de dessin animé. Donc il participe aussi à la transformation des arts graphiques avec la publicité, bon, avec notamment la vache qui rit, et il opte surtout pour le dépouillement du trait, ce que l'on appelle aussi la ligne claire, et qui sera d'ailleurs réutilisée ensuite par Hergé. Mais au départ, quand on observe les lignes de ses dessins, eh bien, elles rappellent les estampes d'un peintre japonais qui est Hiroshige. Donc, on vous ai donné quelques exemples, et puis vous pourrez peut-être ensuite voir le rapprochement avec la construction et la ligne des dessins de Rabier. Donc voilà quelques exemples de Hiroshige, qui fait partie, on pourrait dire, des sources d'inspiration graphique de Rabier. Donc la première caractéristique de Gédéon, pour revenir à Gédéon, est donc son aspect avant-gardiste et le dépouillement et l'expressivité du personnage de l'animal en même temps. Donc toutefois, le paradoxe réside dans le fait que Gédéon est un héros récurrent qui ne revient pas dans les hebdomadaires comme c'était souvent le cas à l'époque, mais qui va pouvoir être publié directement en album, et ce successivement de 1923 à 1939, avec une seule petite coupure entre 1935 et 1936. Donc au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, Tintin et Mickey ont pris la relève. Et donc on signalera cependant quelques remaniements, des rééditions, notamment du premier album de Gédéon en 1941, premier album de la série. Donc sous le titre Gédéon, Alfred et Roudoudou, ça c'était le premier titre, qui devient tout simplement en 1977 Gédéon. Donc il y aura reprise et modification du titre. Et il faut tout de même attendre 1981 pour que la Bibliothèque nationale de France organise une exposition autour de Benjamin Rabier. Et depuis, donc, évidemment, l'impulsion est donnée, la preuve en est à Moulins, avec le musée de l'illustration. Pourtant, Gédéon est un vilain petit canard, on va le voir, et il tend bien ce qu'on pourrait appeler un miroir sociétal à ses lecteurs, aux jeunes lecteurs, grâce à ce qu'on appelle l'anthropomorphisme, donc cette facilité à prendre des allures humaines. Et parce qu'il correspond d'ailleurs, alors si on observe un petit peu quelques critiques, il correspond à une phase de développement important dans l'esprit des enfants, et le thème donc anthropomorphique est important pour eux. L'animal humanisé apparaît comme le meilleur ami de l'enfant et comme un double symbolique, nous disent des spécialistes de la littérature de jeunesse. Et cependant, avec le volatile inventé par Rabier, les choses se compliquent, parce que le héros animal n'a pas seulement une vertu récréative et formative, sa pensée a une valeur universelle, politique, idéologique. Et les étapes de sa création littéraire et en même temps iconographique éclairent la particularité du personnage. Donc, Rabier représente la naissance iconographique et littéraire de son héros dans l'album inaugural donc de Gédéon, et le lecteur assiste à la naissance de Gédéon en 1923 dans cet album qu'il partage avec Alfred, le terrible crocodile des bords du Nil, et Roudoudou, un fier lapin, gai, joyeux, vif, adroit et ingénieux. Chaque héros bénéficie donc dans ce premier album de 16 pages d'histoire, mais Gédéon affirme sa suprématie
parce qu'il aide, il intervient dans les histoires des autres animaux, et il apporte toujours la solution, c'est le dernier recours, et tout le monde lui en est redevable. Donc, à l'issue du premier album, le canard au long cou, nous dit Rabier, dont la sagesse, l'intelligence et l'adresse étaient connues à 20 lieues à la ronde, s'affirme. Toutefois, avant de parvenir à la renommée, Gédéon a connu quelques difficultés et on pourrait dire a accompli une sorte de chemin initiatique. Son avènement fait penser à celui du vilain petit canard d'Andersen. Gédéon vit le jour, un beau matin d'avril. C'était un petit canard tout jaune, à l'œil vif, au bec souriant. Il reçut de sa famille un accueil mélangé de surprise et d'ahurissement. Jamais on n'avait vu un caneton agrémenté, je reviens à la précédente image, d'un aussi long cou. Ce qui fit que Gédéon fut classé dès sa naissance dans la catégorie des phénomènes. Donc, ostracisé, une nuit, il quitta son logis, le toit paternel, résolu à vivre sa vie loin de tous. Alors, un point commun l'unit à ses rivaux du moment, Bécassine, les pieds nickelés, Babar, entre autres, c'est la disgrâce. La disgrâce qui en fait un être à part, un être moqué. Tous entendent évidemment bien dépasser ce handicap physique, psychologique même, ou même mental, en mettant à profit leurs différences. Alors, Babar, lui, tire une force de sa douleur, de survie même de la douleur d'avoir perdu sa mère. Gédéon, lui, va plus loin, en suivant, on pourrait dire, un véritable parcours formateur, initiatique, qui lui fait donc quitter le logis paternel et revenir encensé de gloire, et ensuite voler de ses propres ailes par sa détermination à faire le bien. Et il est doté d'ailleurs d'une étonnante autonomie. Donc Gédéon peut compter sur son intelligence, et disgracieux, donc avec son long cou, abreuvé de sarcasme et de quolibets, renié par sa famille, repoussé de tout, Gédéon prend en dégoût le genre humain. Donc toute la série de qualificatifs dévalorisants vont le prédisposer visiblement à la misanthropie, à l'égocentrisme, et la prose de Rabier d'ailleurs confère une dimension beaucoup plus universelle qui le rapproche du misanthrope d'Alceste, de Molière, résolu à vivre sa vie loin de tous. Pourtant, des indices liminaires laissent penser que ce petit canard, finalement, à l'œil vif et au bec souriant, ne va pas rester seul. L'ahurissement parental et les qualités humaines du bipède frappent le lecteur. Gédéon ne se soumet pas à son sort et décide de contrecarrer le destin. Et donc le premier album transforme finalement ses premières aventures en ce qu'on pourrait appeler roman de formation, ce que les Allemands appellent le Bildungsroman. Donc la première histoire de Gédéon se clôt par le retour du fils prodige aussi en même temps. Il rentra en grâce et près de ses parents et de ses frères et prit dans la ferme une place honorée et en vie. Donc à toute chose malheur est bon, et Gédéon sait tirer profit des obstacles, les surmontant magistralement, utilisant son long cou par exemple pour se débarrasser d'un homard qu'il fait virevolter. Il fait d'abord le bien à son insu et agrémente le repas de braves gens, de ce crustacé, avant d'aider de son plein gré Lily Moulin, par exemple, à retrouver avec un aimant emprunté à un pêcheur une grosse boîte de sardines qu'elle venait d'acheter. Ainsi débute la renommée du bienfaiteur, du brave canard. Sa maturité s'affirme lorsqu'il devient redresseur de tort et justicier au fil du temps. Les actes de Gédéon sont dès lors reconnus d'utilité publique. Il devient le défenseur des faibles face aux forts, et son entreprise de bienfaisance a à voir avec, on pourrait dire, un sacerdoce. De plus, la première histoire de l'album recèle les ficelles structurelles qui ne feront que s'affiner au fil des constructions de chaque aventure, selon une gradation, tous les efforts déployés, la ruse, les expédients, la cruauté qui trouve son paroxysme dans une condamnation à mort suivie d'une parole évangélique. Alors ainsi, dans Gédéon, chef des brigands, le singe rabougri, noyé par Gédéon après de multiples trahisons, avait, je cite Rabier, rendu son âme au diable
que ses fautes lui soient pardonnées. Et à l'oraison funèbre s'ajoute le dessin qui insiste sur la paix post-mortem. Alors vous pouvez le voir, singe rabougri ici. Bon. Donc la paix post-mortem retrouvée par le quadrumal. Alors la main posée sur le torse, dormant de son dernier sommeil, tandis que la jante aquatique lui rend les derniers hommages dans un balai bleuté qui adoucit les couleurs plutôt franches du sol sous-marin. Et puis on a cette espèce de cadavre diaphane. Voilà. Alors le premier album va mettre en place les balbutiements de Gédéon, puisqu'il partage l'affiche, comme je vous le disais, avec Alfred et Doudou, et la page de couverture toutefois de l'album, finalement, le valorise en lui accordant la place centrale. Donc, et il insiste déjà, vous voyez, sur cette expressivité des animaux avec l'œil malin de Gédéon ici. Donc, sourire, regard malicieux du héros, voilà ce que l'on va retrouver régulièrement. Frayeur d'une grenouille en bas, bon, vous voyez sur la couverture, la petite grenouille en bas à gauche par exemple, qui fuit devant peut-être autant d'ingéniosité. Donc le décor est planté par la première couverture et la première de couverture. Le décor sera rural avant tout, rassurant pour le lecteur, qui pourra se repérer avec les couleurs verdoyantes, la campagne, les traits simples aussi des chaumières, on pourra les observer, la rondeur des arbres, protecteurs souvent situés en bas de page, à gauche. À partir du deuxième album, Gédéon Sportman, le canard va voler de ses propres ailes et même s'il partage l'affiche avec Placide, le chien en 1926, il n'en demeure pas moins la figure centrale qui acquiert une sorte d'aura patriarcale. Chaque album propose d'ailleurs en closure une sorte de parole, de morale qui fait l'apologie du bien universel prôné par Gédéon, le bon apôtre, toujours porté au pinacle par son entourage. Donc ces expéditions lointaines vont par exemple aussi l'emmener en Afrique, comme dans Gédéon en Afrique. Et en même temps, il revient toujours au bercail avec beaucoup d'enthousiasme. Vive Gédéon, par exemple, le grand Manitou, va clore cet album lorsqu'il revient d'Afrique. Et finalement, l'expression est toujours très sincère, tout le monde est heureux de le retrouver. D'ailleurs, ces félicitations viennent régulièrement souligner la supériorité de Gédéon, qui instaure un rapport, il faut bien le reconnaître, de vassalité avec ceux qui l'entourent, avec ses amis, comme en témoigne la première de couverture, Gédéon dans la forêt, où Gédéon est fier, et on le voit s'ériger en seigneur. Vous voyez Goupil qui baise servilement la patte de Gédéon. Et donc cet inévitable assujettissement de l'homme à l'homme, finalement, est reproduit dans la série Gédéon, et elle fait des émules. Mickey Mouse, par exemple, aura pour chien domestique Pluto. C'est-à-dire que Rabier va s'inspirer de ce rapport de supériorité instauré par le personnage pour écrire et imaginer celui de Mickey. Alors je voulais simplement, en guise d'illustration rapide, vous montrer comment le rapport d'assujettissement se produit suite à ce qu'écrit, voilà, juste le début.
Voilà, c'était simplement pour vous montrer combien Rabier a pu avoir d'influence sur ses contemporains et aussi ceux qui vont suivre, puisqu'il sera mort en 1941. Donc, pour revenir à ce rapport de domination, il va exister, mais simplement, à la grande différence peut-être des autres, c'est que systématiquement, Gédéon est reconnu à sa juste valeur et tout lui est pardonné. Oui, tout lui est pardonné parce que chaque livre se termine pratiquement sur la même phrase, toujours admiré et respecté de tous, ses jugements sont sans appel et le pays où il règne est un véritable paradis. Donc Gédéon, et je parle là de l'ensemble de la saga Gédéon, serait-il une utopie? Peut-être. Une contre-utopie, ou alors, dont il faudrait démasquer l'ironie. Grâce à ses qualités de chef, le bonheur est entré dans chaque maison. N'est-ce pas admirable? Voilà ce qu'on lit de Benjamin Rabier. Donc, avant de parvenir au sommet de sa gloire, le bon canard a dû, pourrait-on dire, bourlinguer, et a ressenti le besoin de se poser, de se marier, et d'assurer sa descendance. Son parcours est à l'image d'une vie, et dessine une trajectoire, on pourrait dire, identificatoire pour le lecteur, et Rabier dessine d'ailleurs, on pourrait aussi évoquer ce livre-là, les scènes de la vie privée des animaux, eh bien il va les dessiner, mais cette fois sur un mode majeur, dans Gédéon, parce qu'il aborde aussi, discrètement, le problème, pourrait-on dire, des désirs animaliers. Rabier, donc, en construisant ce parcours de Gédéon, ne peut omettre sa sexualité. Mais la pudeur, l'humour, le talent permettent des allusions voilées, sans jamais choquer, et font gagner d'ailleurs en maturité le héros. La perpétuation de la lignée de Gédéon, et par là même de l'œuvre, il ne faut pas l'oublier, est subordonnée à ses désirs. L'animal est une école de vie, dit-on, et qu'il soit réel ou fictif, il devient facteur d'identification et de stabilité affective. Donc Rabier l'utilise aussi bien sur le plan individuel et affectif, pour atteindre, pourrait-on dire, l'ego de son jeune lecteur, qu'universel et psychologique, pour développer davantage le côté éthique. Donc l'animal fournit un tiers, dit-on, entre adultes et enfants, à propos duquel vont pouvoir s'énoncer, se réguler des grands thèmes existentiels, la naissance, l'adoption, la différence des sexes, les relations sexuelles, l'agressivité, la mort, et peut-être surtout le respect de la vie. Or, les tiers sont toujours nécessaires pour assurer la transmission. C'est ce qui se produit justement ici avec Gédéon. Donc, c'est à Gédéon que va être dévolu ce rôle, et des signes avant-coureurs d'ailleurs précèdent son mariage. Donc, on raconte un petit peu l'histoire. Donc, recherche d'un abri sûr, découverte d'une boîte d'entomologiste, qui va servir d'ailleurs ensuite pour un lit à ses enfants. Donc la première scène, la scène de première rencontre, pour parler en termes littéraires, est fortuite. Un matin, voilà, se promenant sur les bords d'un étang, Gédéon entendit des plaintes étouffées. Il se précipita et aperçut, derrière une touffe de roseaux, une canne blessée qui se traînait dans l'herbe. Sa charité cède la place assez vite à une solide amitié, renforcée par une deuxième mésaventure de Virginie Lacanne. Virginie sera donc sa compagne, dans un premier temps, avant d'être son épouse. Et après un ouragan dévastateur, alors faut-il y voir la métaphore hyperbolique de l'amour entre Virginie et Gédéon, Gédéon demande la pâte de sa belle auprès des parents, l'épouse, et la noce, nous dit Rabier, la noce fut des plus gaies. Et selon la coutume, donc, ils font un voyage de noces en Italie. Donc Rabier s'amuse à grand renfort d'euphémismes, de périphrases, et ainsi la déclaration de Gédéon n'a rien à envier au discours précieux. Voilà ce que dit Gédéon. Il n'est pas bon de vivre seul. Ne croyez-vous pas que nous ferions plaisir à la Providence en créant un foyer où nous élèverions dans le chemin du bien quelques beaux petits canetons? Voilà la demande en mariage. Placé donc sous le sceau divin, le mariage apparaît dans la droite ligne évangélique de l'amour de son prochain et se déroule dans la joie.
Quelques voix éraillées viennent perturber les chansons de circonstance, tandis que la nuit de noces est passée sous silence, sous forme d'ellipse. À minuit, tous les invités avaient regagné leur domicile et la forêt reprenait son silencieux recueillement. Le dessin n'est pas en reste. Ainsi, voilà, Virginie et Gédéon, partis en voyage de noces, représentés, le bec allongé de plaisir, les yeux fermés, les ailes déployées, donc dans une parfaite symétrie, en signe d'harmonie conjugale, dans un petit nuage, alors peut-être signe d'allusion iconographique, humoristique, bonheur parfait, bonheur idyllique. Donc de retour, lorsque le besoin d'assurer la descendance surgit, Gédéon, une fois de plus, a l'art de la suggestion et de la confidence, renforcé par le dessin, qui le rapproche, et donc qui va rapprocher d'ailleurs les deux amants, vous les voyez, à gauche, ici, et donc une oreille indiscrète de lapin surveille sur le côté et surprend. Savez-vous, Virginie, ce qui manque à notre bonheur? Eh bien, c'est une bonne dizaine de beaux petits canetons, bien gais et bien portants, lui dit Gédéon. Donc le dessin anticipe, puisqu'il représente déjà les 10 œufs, pondus et couvés dans un chapeau, enseigne d'un chapelier, vestige d'ailleurs du dernier ouragan. Donc Rabier, il ne faut pas oublier non plus, illustrer le buffon des animaux, bien sûr, et ne manque pas de rappeler quelques détails très précis, que 21 jours plus tard, 10 petits canetons naquirent. Temps historique, temps de l'histoire correspond donc dans un souci de vraisemblance en même temps. Donc Gédéon grandit en prestance, en prestige, c'était un enfant maladroit, il est devenu un adolescent ingénieux et un époux prévenant, et ensuite un oligarque, plus qu'un démocrate d'ailleurs, soucieux de justice. Il réécrit, on pourrait dire aussi, un certain apologue de Montesquieu, l'apologue des troglodytes. Il sait l'homme incapable de vertu, de son propre chef. Et il décide donc de rendre la justice, puisque l'homme en est incapable. Donc dans une réminiscence des images d'Épinal, représentant Saint-Louis rendant la justice, par exemple, sous un chêne, eh bien Rabier dessine Gédéon, donc mélange de Louis IX, de Dieu le Père, rendant la justice sous un arbre tutélaire, dont Gédéon est un bon garçon, dont la conclusion plus grave confirme tout de même la visée éducative de l'album, mais comme l'humanité ne peut se passer de justice, sans crainte de retomber dans la barbarie, Gédéon a repris ses audiences et continue à rendre ses sages jugements sous le vieux chêne. Donc Gédéon apporte fantaisie, humour, morale, dans une période qui va s'assombrir au fil des années, et notamment littérairement, on peut dire qu'il tient le récit d'apprentissage. Iconographiquement, il va métamorphoser donc l'espace de la page, il fait de plus en plus de place à l'image, qu'elle représente l'animal sous forme humaine ou parfois la nature sous forme animale. On va y revenir. C'est un reflet aussi politique de l'actualité, parce que la série est l'écho des profondes mutations en matière de considération animale entre deux guerres et mutation de sensibilité. D'ailleurs, la SPA va décerner à Rabier une médaille d'argent en 1911, alors qu'on prétend qu'il n'aimait pas vraiment les animaux. Mais bon, il reçoit cette médaille d'argent pour les avoir mis à l'honneur à travers ses dessins. Et en 1916 aussi, il reçoit le prix de la Ligue de l'enseignement. Donc, c'est bien que l'auteur-illustrateur est soucieux aussi d'entretenir son image de dessinateur-pédagogue. Gédéon, donc, offre des images instructives, didactiques, pourrait-on dire, parce qu'il y a cet objectif pédagogique derrière. Tant est évident le rapprochement entre des scènes historiques de Gédéon, telles Saint-Louis, voyez, et les images qu'on peut trouver dans les livres d'histoire, évidemment, Petit Lavis, aussi, à cette époque. Et donc, finalement, cette visée moralisatrice va être déclinée sur un mode ludique et pédagogique à la fois, ce qui explique peut-être ce double intérêt structurel qui révèle un bestiaire plus allégorique. Donc, ce sont des albums pédagogiques sous couvert d'amusement. Les rapports entre humains et animaux sont souvent antagonistes, tant il est vrai que les hommes font souffrir les animaux, comme le fermier qui va bastonner son âne dans les dernières aventures de Gédéon, ou bien ils sont placés sous le signe de la prédation, rapprochant donc l'homme de l'animal, cette fois, par son instinct de survie. Et donc l'homme accepte difficilement, d'ailleurs, on pourrait dire, l'autonomie de l'animal,
ces facéties, ces initiatives, parce qu'elles sont signes d'intellectualité de la part de l'animal. Donc le récit devient une forme de mise en abîme de la réaction des lecteurs par l'attitude des personnages ou l'ambition même de l'auteur. Il suffit d'observer, par exemple, les réticences des fermiers lorsque les animaux décident de devenir comédiens, sous l'égide de Gédéon. Donc Gédéon, comédien, et la mise en scène. Eh bien, la surprise succède l'agacement. Les échecs des représentations théâtrales imaginées par Gédéon sont une projection des conceptions du spectacle par Rabier. C'est-à-dire qu'il y a des rivalités entre troupes, qui d'ailleurs sont imagées par la concurrence entre le singe Chabernac d'un côté et le canard Gédéon de l'autre, rivalité de metteur en scène, et chacun donc à la tête de comédien. Finalement, c'est un mélange de genres qui est annoncé aussi, mélange de la comédie, mélange du cirque ici, et avec incluses les réactions du spectateur face à l'enfant prodige. Alors l'enfant prodige, c'est la pièce de théâtre que veut mettre en scène Gédéon. Et c'est une allusion évidemment à sa propre vie, une autocitation en quelque sorte. Et du coup, Gédéon va créer le théâtre populaire Gédéon, qui est une allusion parallèlement à un théâtre qui a été créé, qui s'appelait le théâtre du peuple de Bussan, dans les Vosges, et peut-être aussi au TNP, à la même époque. Donc, en matière de pédagogie, Rabier transmet ses idées par le canard. Le théâtre est présenté comme un moyen d'éducation des masses, pour peu qu'elles soient intelligentes et sensibles à l'art, précise-t-il. Le canard est d'abord subjugué par le singe qui déclame les fureurs d'Oreste, ainsi que l'aurait fait l'actuel tragédien de l'Odéon, dit-on. Or, à cette époque, effectivement, les fureurs d'Oreste étaient bel et bien jouées par un acteur du nom d'Antoine Balpétré. Donc, il procède graduellement, proposant ainsi des mises en scène de plus en plus savantes, et donc il propose d'abord quelque chose de simple, puis va vers la complexité. Donc, il passe par le théâtre Guignol, il recrute une troupe de comédiens, des figurants pour monter sa pièce ensuite, et le succès est très contesté, et à la suite duquel c'est une débâcle totale. Et il déchante, et il dit d'ailleurs « Il vaut mieux que je renonce à travailler pour un public dont l'intelligence est si bornée qu'il est insensible aux manifestations de l'art. » Alors les albums de Gédéon sont donc une nouvelle forme aussi de morale en action, prolongement modernisé, pourrait-on dire aussi, des livres comme Le Tour de la France par deux enfants, de Bruno, et l'animalisation des héros va remplacer finalement cette morale en action, va avoir une portée universelle qui dépasse la simple recommandation individuelle au lecteur. Elle propose donc une morale qui se différencie aussi de celle des humains, tout en la reflétant. Donc là réside la différence entre les fables de La Fontaine, donc qu'il a illustré, évidemment, et puis ce que nous propose Gédéon à travers ses albums. Parce que dans les albums, chaque animal invite le lecteur à descendre dans son jardin secret pour y reconnaître des situations vraisemblables dans lesquelles l'animal de la symbolique et celui de la vision réaliste finissent par se confondre. Donc l'animal s'empare du rire, de la parole et de l'initiative, tel le chien grognard, par exemple, dans le roi Gédéon, roi de Matapa, exemple, vous voyez grognard donc en bas de la couverture ici, qui seconde Gédéon au sein de son royaume. Et Grognard va être animé d'une jalousie croissante à l'encontre justement de Gédéon. D'ailleurs, Grognard va se proclamer empereur de l'île du Soleil d'Or face à Gédéon, qui aura raison de son adversaire, par la suite, quand Gédéon se marie, parce qu'il sera pris à son propre piège assassin. Donc, on va voir ce Grognard, la tête déformée par la haine, la mine renfrognée, les babines retroussées, les gros vengeurs, une cartouche de dynamite même entre les dents, puisque Rabier dit bien les dents, comme si c'était un être humain. Et Grognard veut faire exploser le domicile de Gédéon, mais il meurt lui-même sous la force du choc. Donc, toutefois, Gédéon et les siens ne manquent pas de rendre un hommage posthume moraliste en disant « à celui que la jalousie et l'envie avaient égaré ». Donc, morale naturelle aussi que celle de Rabier, Gédéon, qui refuse qu'on modifie la nature, ce que la nature a fait. Donc Gédéon, dans Gédéon Grand Manitou, fait fermer l'Institut de chirurgie, je vous montre l'Institut de chirurgie, voilà, l'Institut de chirurgie esthétique
du singe Siméon, car il n'admettait pas donc qu'un singe s'arrogeât le droit de transformer la nature. Donc il harmonisait les bois des cerfs, il apportait une forme plus gracieuse à la carapace des tortues, il allait jusqu'à arranger en trompette une queue de chat. Si l'homme obéit à l'ordre social, l'animal obéit à celui de la nature. Conception donc qui voit son aboutissement d'ailleurs dans les fables comiques, qu'il illustrera aussi, et ouvrage de maturité, puisque Rabier écrit lui-même des fables comiques. Ouvrage de maturité selon François Robichon. Donc cette vision finalement peu progressiste des humains, d'une certaine manière, sans être cynique, semble inciter à la résignation plutôt qu'à la révolte, jusque dans les dernières aventures de Gédéon, où Gédéon forme le projet d'opérer, dit-il, dans le monde animal, une réforme morale à travers des appels à la vengeance des faibles contre les forts, avec des harangues à l'adresse des asservis, de tout poil et de toute plume d'ailleurs, afin de les embarquer dans son arche à destination de la Gédéonie. Donc, des passions communes vont animer, déchirer les hommes et les animaux, et c'est ce que démontre donc cette série Gédéon par la propulsion de la vie animale dans l'histoire. Et sur le mode des Tours de France, d'Europe ou du monde, entrepris par les héros de l'époque, donc de Bruno, de Paul d'Ivoire, Gédéon donc voyage par ennui, par curiosité, par nostalgie. Mais tel, on pourrait dire, du Bellay, il regrette toujours son petit Liré, son petit pays. Et donc, sur l'île de Matapa, Gédéon regarde nostalgiquement, on pourrait dire, l'horizon, et son œil s'humidifie, nous dit Rabier. Il pense à la France, son pays, sa bonne patrie. En écho aux pratiques pédagogiques, d'ailleurs autour du roman scolaire, Rabier recourt volontiers à l'éloge de l'instruction dans Gédéon Mécano. Boutzan, Placide et Gédéon, donc, se sont égarés dans la campagne. Et ils sont bien ennuyés de ne pouvoir lire le panneau parce qu'ils ne savent pas lire. Les panneaux indicateurs ne leur étaient d'aucune utilité car on avait négligé de leur apprendre à lire. Donc Rabier fait discrètement l'apologie de l'instruction et délivre clairement des messages de paix, de morale, en action grâce à un héros curieux. Donc lorsque Rabier reprend la plume en 1923 pour écrire Gédéon, il n'a pas l'intention de faire une saga, même si le terme n'est pas forcément approprié. Il désigne plutôt une grande histoire nordique. Bon. En tout cas, il n'avait pas l'intention de faire une série. Et les frères Garnier, qui vont donc publier ces ouvrages, vont en quelque sorte l'inciter à continuer, parce que Rabier travaillait à l'époque pour Hachette, concurrence d'éditeurs aussi, pour Hachette et Talandier, et les frères Garnier vont venir le trouver pour publier ses ouvrages. Donc il a la main heureuse, puisque voilà, le succès ne se dément pas jusqu'à sa mort avec des albums, avec des tirages notamment supérieurs à 10 000 exemplaires, suivis de réimpressions. Les albums des aventures donc, du Canard jaune au Cou disgracieux, vendus alors 12 francs, figurent parmi les grands succès de librairie dans l'entre-deux-guerres, explique Olivier Calland dans l'ouvrage qu'il a consacré à Benjamin Rabier. Donc, finalement, il mêle la fantaisie, l'humour avec ce personnage qui ne manque pas d'étonner par le choix de sa race, un canard, c'est rare qu'un canard soit le héros d'albums ou de bandes dessinées, et par sa complexion aussi, mais aussi par l'idéologie dont il se fait l'écho, on pourrait dire sans perdre son versant animal. Gédéon, c'est un compromis entre l'animal, on pourrait dire pauvre en monde, philosophiquement Heidegger évoque cet animal pauvre en monde, c'est l'animal machine, hein, les animaux machines de Descartes, et puis celui riche en monde, donc du poète Rilke, pour qui l'animal est absent à la réalité. Donc, au fond, si on lit quelques propos, alors je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais au fond, on a un canard philosophique, un canard qui représente toute une richesse de pensée. Et les dessins ont contribué à l'émergence de ce que la spécialiste de la bande dessinée Sophie van der Linden appelle l'émergence de l'album moderne, parce qu'il y a un primat de l'image sur le texte, comme il se manifeste déjà dans le buffon des animaux, pour les familles, le buffon des familles, et Rabier donc poursuit cette entreprise en travaillant sur l'occupation de l'espace graphique et iconographique, en ayant quand même une visée très sémantique, c'est-à-dire qu'il faut guider le lecteur dans les idées.
Alors, les épisodes, par exemple, des catastrophes, donnent lieu à une mise en page spectaculaire, afin de recréer un espace fictif à l'intérieur même de celui de la page. Donc, dans l'épisode du naufrage du transatlantique, à bord duquel ont embarqué clandestinement Gédéon et Grognard, le regard est happé par une lecture, linéaire bien évidemment, de la page de gauche, qui suit l'éviction du hublot, des malheureux passagers dans la mer, va voir vers leur sauvetage provisoire dans une baignoire, avant que la tempête ne redouble de violence, et en pleine page, cette fois, donc à droite, afin de simuler l'engloutissement. Alors on aperçoit les tracés sinueux du basset Ludovic, le chien, qui se confondent avec parfois le creux des vagues, avant que ne jaillisse une vague monstrueuse, qui les projette sur le dos d'une baleine. Donc, on a des images en pleine page qui tiennent pratiquement du dessin animé. Et le texte, donc, tente tant bien que mal de s'immiscer entre les projections houleuses, ou bien met en exergue, ironiquement, le nom du navire, qui s'appelle l'Invincible, et qui vient de sombrer. Donc, le déchaînement s'empare de l'image, et le verbe marque le pas. Cette technique de l'occupation progressive de l'espace paginé est vraiment la marque de Rabier, parce que finalement ça en fait un relais avant-gardiste de Jean de Brunhoff avec Babar par exemple, mais aussi, je dirais, un des premiers grands bédéistes. Il existe chez Rabier un triple rapport de complémentarité, d'anticipation et d'émerveillement entre l'image et le texte, parce que l'image va devenir un support d'émotion, et le seul texte ne suffit plus à les susciter. Donc dès le premier album, par exemple, on voit cet exemple-là. Donc dès la page 4, il faut observer la douleur du chien qui se brise 3 molaires et 2 canines, dit Rabier, sur la boîte de fer blanc dont s'est enveloppé Gédéon. Donc comme dans un dessin animé, on va suivre l'évolution du canidé, l'ouverture de sa gueule, sa fermeture sur la boîte, dont on devine évidemment le crissement à l'échine courbée du chien, au froncement de ses yeux. Les 2 canines sont fichées là dans le cylindre en fer, et évidemment, devenu bipède dans la dernière image pour extérioriser sa douleur, le chien se tient la tête à 2 pattes, la gueule béante, laissant, évidemment, béante de douleur, laissant s'échapper Gédéon, fier comme un talon de son côté. Donc le texte se limite à un simple constat et on pourrait dire un suspens entretenu par un taxe. Il était temps, point. Le chien ouvrit sa gueule toute grande et la referma sur le faux col en fer blanc. Mais ses dents s'incrustèrent dans la boîte et le méchant animal perdit dans l'aventure 2 canines et 3 molaires. Donc la modernité de Rabier avec Gédéon est fondée sur le goût de la séquence animée. Rabier emprunte au cinéma des techniques d'enchaînement. Il est lui-même cinéaste et il affine le découpage séquentiel qu'il a amorcé dans les scènes de la vie privée des animaux en 1904. Et le texte sous forme de cartouches numérotées, alors c'est le cas par exemple ici, dans Gédéon en Afrique, est supporté par des images qui se succèdent sur le mode du fondu enchaîné au cinéma ou du fondu au noir. Alors ainsi, dans les cartouches 28 et 29, là vous avez le cartouche 28, l'image du singe Anatole, devant, et de Gédéon abrité sous le ventre de Gaston l'éléphant, qui est en pleine lumière, va céder la place à une frise nocturne, débutant cette fois par le singe, dans la position de l'hominidé, et comme dans un dessin animé, où les séquences vont découper le geste. Et là, l'obscurité donc nocturne rafraîchissante et le prolongement, on pourrait dire, du confort apporté par l'ombre ventrale, hein, vous voyez ici, Gédéon est à l'ombre, là on voit la nuit qui va évidemment apporter un peu de fraîcheur, donc c'est une sorte de poursuite sémantique, et Gédéon offre son profil gauche, cette fois, statique, et surpris ensuite, voyez, dans la dernière image, surpris finalement, après avoir clos la frise, sur sa lourde marche nocturne, et cette fois donc, on le voit face au serpent. Donc, le lien textuel, lui, est assuré par des notions de temps, des démonstratifs, des antonymes aussi de la lumière et de l'obscurité. On va trouver aussi tout le vocabulaire de la météorologie.
Comme la chaleur augmentait, nous dit Rabier, d'intensité, Gédéon trouva un asile ombré sous le ventre de Gaston, le bon éléphant. Et pendant quelques jours, la température devint si insupportable que les deux amis ne sortirent plus que la nuit. Et quand le ciel devint plus clément, Gédéon et Anatole reprirent leur promenade diurne. Donc il est vrai que Rabier est classé parmi les auteurs récréatifs, qui animent la comédie animale. Toutefois, il a bien d'autres cordes à son arc, et le dessinateur pour enfants s'encanaille aussi, il faut le savoir, dans le vaudeville. Et il n'en est pas à son coup d'essai quand il invente Gédéon. Alors, en 1911, par exemple, il a enfanté Fifi le caneton. Curieux, gourmand, vorace, qui finit ses jours en caneton aux olives, sur un lit de verdure. Donc, le canard est déjà présent. En 1917, le cinéphile Rabier, avec l'aide d'Émile Coll, crée au cinéma les aventures de la canne Clémentine. Et un publicitaire a aussi inventé à l'époque le canard Gueule d'Empeigne, en 1919. On pense aussi qu'en 1923, un des personnages de Vierge et Cocotte, vaudeville en 3 actes, de Rabier, se nomme Gédéon. Peut-être Gédéon aussi est-il inspiré de la chanteuse Yvette Guilbert, qui est la diva du Cartons à cette époque, diva au long cou, qui lui donnait, dit-on, un profil de cygne voyou, et qui sera d'ailleurs immortalisé par Toulouse-Lautrec. Donc Gédéon est à la croisée du cinéma, du théâtre, de la peinture, de la littérature, dans un subtil désordre. Mais ce désordre est tout de même révélateur. Et le morcellement qui semble caractériser les albums de Gédéon apparaît du départ, puisque, on l'a dit, le premier se divise en 3 histoires, mais toutes semblent, on pourrait dire, composées sur le principe d'une certaine symphonie. Et Rabier privilégie toujours la juxtaposition des lieux afin de souligner la supériorité de son héros, où qu'il soit, capable d'intervenir en tout lieu, à tout moment. Et la relation, donc, existe, vous voyez, de succession dans les épisodes, et en même temps, Rabier a le souci du contraste, de l'anticipation. On voit ici, par exemple, donc Gédéon est un bon garçon. Les canetons de Gédéon viennent d'être délivrés de l'ours Tanagra qui les avait fait prisonniers et voulait les manger. Et la première vignette donc expose les retrouvailles des enfants et des parents. Gédéon et la douce Virginie, sa compagne, ouvraient leurs ailes à leurs dizaines de petits rescapés. La deuxième vignette opère un changement de lieu en passant de la ferme à la prairie au même moment. Dans la prairie se passait alors une scène épique. Donc Rabier a l'art de juxtaposer, de transposer aussi, et cette dilatation temporelle est propice, on va dire, à l'accumulation des exploits du héros, marquée toujours par un complément de temps, un jour, qui signale, on va dire, le porche de nouvelles péripéties. Dans Gédéon Grand Manitou, niché entre le lit et de la vignette et le long cou de Gédéon, on va trouver même un adage gédéoniste, si tant est qu'on puisse parler ainsi, rendre encore service à ses concitoyens. Voilà la devise de Gédéon. Et par contraste, une frise horizontale, nocturne, étroite et inquiétante, que vous voyez donc en bas, va clore la page sur l'image du singe Siméon, accroupi au pied d'un arbre, guettant un maraudeur. Donc, de la paix, on passe à nouveau à la surveillance, à la mise en garde. Et la phrase que surplombe donc ce dessin est « Un jour, il fut averti par Siméon qu'un malandrin rôdait dans les environs ». Donc, le suspense est relancé. Alors, en dépit de cette apparente discontinuité, qui est quand même reliée par quelques mots, et qui joue sur le contraste, les histoires de Gédéon se déroulent au gré des saisons également, en fonction de la durée des trajets séparant 2 continents, Europe, Afrique, Amérique, et l'espace réel, comme les fermes le plus souvent, la forêt aussi, ou la prairie, sont séparés des espaces rêvés, comme Matapa, l'île du Soleil d'Or. Et c'est un moyen de locomotion très contemporain qui est utilisé, aéroplane, bateau, automobile. Donc les lieux sont bien ancrés dans la réalité du paysage rural français, ou bien envisagés avec un certain aspect rêveur, mais en tout cas, ils sont envisagés quand même aussi avec le regard du français, comme c'est le cas donc en Tripolitaine, sur l'île de Matapa,
pour mieux dénoncer le colonialisme et souligner le plaisir de regagner ses pénates, surtout, ce qui n'est guère étonnant pour un casanier comme Benjamin Rabier. Alors, la lecture des 16 titres, qu'on peut donc voir ici, laisse paraître ce qu'on pourrait dire une sorte de structure involutive, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'on avance, on a l'impression que la fin est annoncée. Et finalement, Gédéon s'amuse, reste encore dans la fibre comique. Un bon garçon ramène à l'éthique donc du service de la patrie. Fait du ski va ramener, on le verra, aux Jeux Olympiques qui annoncent bientôt aussi la supériorité d'Hitler. Et bon, Grand Manitou précède les dernières aventures, que d'ailleurs Rabier n'aura pas le temps de finir puisqu'il mourra. Donc, l'ambivalence d'ailleurs qui anime le dernier album est l'écho du monde qui bascule d'une guerre à l'autre, et d'un style qui n'a de cesse de se perfectionner, donc de Briffaut, le Cabo-Millard qu'on trouve encore dans la phosphatine, et puis les albums de Bulldog aussi, à Gédéon, donc ce canard grave, mature, qui oscille entre la figure patriarcale de Noé, la figure tutélaire du bon apôtre en 1939, et puis une image aussi qui va appeler donc justement une lecture plus évangélique. Et Rabier aussi a une particularité, c'est qu'on peut penser qu'il a inspiré par son trait, par son goût des frises, et on en aura des preuves, un grand dessinateur comme Hansi. Donc l'originalité de Gédéon tient au bestiaire, à cette vision dont on pourra parler, cette vision évangélique, mais en même temps une forme d'intertextualité. La véritable innovation de Rabier est d'inventer une corrélation entre la lecture, on pourrait dire, visuelle de l'image et du texte. Parce que ça nécessite à la fois un regard linéaire et un regard global. Et donc l'image va anticiper ensuite le texte. On l'a vu avec Gédéon ce mardi. Et en même temps, Rabier a le souci des frises. Alors, on voit ces frises déjà dans son album Maman Kaba en 1900. Et il va les reproduire, mais à l'échelle de la bande dessinée, ensuite avec Gédéon. Alors, Maman Kaba inspire aussi, ensuite en 1913. On retrouve à l'intérieur donc quelques scènes burlesques, dont s'inspire aussi, bien sûr, Rabier pour écrire par la suite, pour écrire Gédéon. Et donc cet enchaînement burlesque, eh bien, on va le retrouver dans Gédéon se marie, où une série de catastrophes est déclenchée par l'ouragan, vu de haut au départ. Et donc Gédéon et Virginie vont être évoqués à travers des images séquentielles cocasses. Elles précèdent le texte et interviennent comme une sorte d'ironie. Alors, on voit ici toute une série d'animaux plus ou moins transformés, on pourrait dire. Des animaux furent gratifiés, nous dit Rabier, par le hasard de singulières coiffures. Et là, vous avez une frise qui précède, en fait, avec ces drôles de héros. Donc, un chat emmanché d'un cylindre à tête de rat, un coq coiffé d'un godillot, un poussin aveuglé par une louche, à la poursuite d'une souris. Bon. Mais ceci est d'abord laissé à la découverte des yeux du lecteur avant même la véritable lecture textuelle. Donc, si l'on suit toujours les frises, il continue, et l'ensemble paraît aussi être une sorte de duplication d'un format à l'italienne. Les formats à l'italienne sont des formats allongés des albums, et il reproduit ceci à l'intérieur d'une page tout à fait ordinaire, mais il prend toute la largeur de la page. Et là, donc, on va avoir chien à queue gantée, canard encapuchonné, poule coiffée d'un chapeau, et l'ensemble est précédé d'un radelis plutôt espiègle. Voilà les dégâts faits par l'ouragan, mais la technique de la frise appliquée à Gédéon. Donc le regard navigue en tous sens, il englobe l'image séquentielle, qui est savoureuse, et qui épuise un peu quand même la simplicité, on va dire, prosaïque des discours. Alors, plus encore, on remarque, à travers tous ces dessins, l'anthropomorphisme aussi, qui gagne la nature, et notamment les arbres. Alors, déjà, évidemment, Rabier utilise l'anthropomorphisme de la nature. Si vous observez, par exemple, l'arbre ici, le tronc d'arbre, voilà, donc qui a une allure humaine. Eh bien, on va retrouver cet anthropomorphisme de la nature dans Gédéon, auquel s'ajoute aussi un contraste chromatique, dans les couleurs, mais aussi dans la lumière,
et puis une opposition entre l'animé et l'inanimé qui est résolue justement dans le dessin. Alors, par exemple, Gédéon est un bon garçon. Voilà le tronc d'arbre. Donc, si vous l'observez bien, vous pouvez distinguer tout de même un être humain. Donc, ça, c'est le vieux chêne séculaire sous lequel Gédéon rend la justice. Et donc, les nœuds du tronc lui dessinent un visage, empreint de bonhomie, avec donc ses deux yeux levés au ciel, une esquisse de sourire, un nez un peu calmu. Le front se prolonge donc en une chevelure, on pourrait dire, de branchage. Et donc, l'arbre tutélaire affiche aussi sa complicité, évidemment, cette fois zoomorphique, ici, vous voyez, avec le singe Tanagra. Alors, regardez l'arbre ici, la forme de l'arbre. Il fait penser à quel animal? Est-ce que vous avez est-ce que ça vous fait penser à un animal particulier, cet arbre? Alors, vous avez une grosse patte ici, une patte d'éléphant, oui. Donc, c'est plutôt une allure éléphantesque. Donc, une patte d'éléphant, un œil, ici, vous voyez, et puis une sorte de trompe. Bon, alors, ça prend cet aspect un peu pachydermique, mais la complicité se fait entre le singe, oui, évidemment, qui en veut à Tanagra parce qu'il avait enlevé les canetons, évidemment, de Gédéon. Alors, autre point intéressant aussi, c'est la complicité de la Lune, qui semble être tout droit sortie d'un film de Méliès, aussi contemporain de Rabier. Et donc là, elle est tutélaire, maternelle, et elle éclaire le passage clandestin de Gédéon et Grognard à bord du transatlantique. Et ces apparitions sont d'autant plus remarquables qu'elles sont rares, et elle peut aussi afficher sa désapprobation devant les voiles nocturnes du goupil. Donc elle est toujours dotée d'une bouche en forme de poing, d'un nez, deux yeux ronds surmontés de cils et de sourcils noirs, comme les animaux. Et donc elle arbore toute une palette de mimiques à chaque fois qu'elle apparaît. Alors donc le bestiaire de Rabier aussi est quand même très manichéen, parce que chaque race animale a ses turiféraires, ses défenseurs, ses détracteurs. La jambe canine, par exemple, est représentée par Briffaut, chien de ferme un peu borné, Grognard, un bulldog méchant, Furioso, l'épagnol impulsif, Placide, le complice plus calme. Chaque nom, évidemment, correspond au caractère. Goupil, évidemment, un pronom malino. Faupli, le lapin. On s'appelle affectueusement Roudoudou, parce qu'il est volontiers complice, avant de devenir Sostène, le sage. Le singe se nomme Boudzan. Coco, Siméon, Rabougri, alors selon qu'il va être affable, malin, ambitieux ou fourbe. Donc, le patronyme, évidemment, a à voir avec la personnalité ou même le physique. Donc, finalement, cette onomastique, je dirais, correspond bien au terme singulier animal, qui on peut transformer volontiers en animaux, c'est-à-dire qu'au fond, tous les animaux sont dans le bestiaire et deviennent des animaux au sens où le philosophe Derrida les entend dire, lui, dit, finalement, n'appelons plus un animal, mais disons animaux, en jouant sur les mots, justement, parce que, voilà, et Rabier sera rejoint par Derrida au sujet de cette souffrance animale, parce qu'au fond, la souffrance de l'animal, selon lui, peut être considérée comme un phénomène de rédemption, c'est-à-dire qu'elle est cruelle et en même temps rédemptrice. Donc ça, c'est un point aussi important qu'on peut noter dans ce que va inspirer Rabier par la suite en matière de considération de l'animal. Alors, le caricaturiste aussi, parce que Rabier est aussi caricaturiste, est féroce avec les bourreaux. Il leur inflige les pires souffrances. Vous avez vu l'ours Tanagra accroché par le museau. Alors on va avoir le nez transpercé, accroché à un arbre, queue en panache aussi, privé de ses poils, les gueules muselées, à vie pour le renard, poils arrachés à la colle, asphyxie des sauriens, des poissons, noyade des traîtres, neurasthénie aussi déclenchée par la perte de cette animalité extraordinaire pour le renard, qui va être privé de ses atours, c'est-à-dire sa queue en panache et même donc ne pourra plus se servir de sa gueule. Donc la liste des violences là est infinie en fait, mais elle ne traumatise pas le lecteur qui est prévenu de sa légitimité à cause de souffrances qui ont précédé. Donc là encore, Rabier sera rejoint par Derrida au sujet de la souffrance animale. La réponse ne fait aucun doute, la souffrance de l'animal est cruelle. C'est ce qui explique aussi cette fameuse vision évangélique. Parce que Gédéon
patriarche d'une saga aux réminiscences bibliques, est un personnage de l'Ancien Testament. Et voilà, donc Jérubbaal, c'est-à-dire Gédéon, a vaincu les Madianites sur ordre de l'Éternel. Et donc, après cette victoire, le pays est en paix pendant 40 ans, soit la vie de Gédéon. Donc Jérubbaal, fils de Joas, retourna habiter dans sa maison. Il refuse d'assurer la domination spirituelle des Israélites, y substituant celle de Dieu. Je ne dominerai pas sur vous, et mes descendants non plus. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. Alors, quand on applique ceci, évidemment, à la saga Gédéon, on va pouvoir constater ce phénomène aussi de tentative de paix. Alors, Rabier, de son côté, reste très discret sur ses opinions en public. Mais son œuvre porte aussi les stigmates d'une souffrance intériorisée qui est due à 3 morts. Son père, son fils et sa petite-fille. Benjamin et Benjamine. Donc, triste coïncidence, remarque-t-il, en 1925. Alors, il ne se réfugiera pas ouvertement dans la religion, mais les mots qu'il choisit le sont avec soin. Les comportements étalés sur les pages de dessin témoignent aussi de préoccupations spirituelles de l'illustrateur, d'un sentiment religieux, notamment à partir des années 30. Et celui donc qui se défendait, on pourrait dire même d'une quelconque obédience, finalement relit les textes religieux étudiés dans son enfance. Et ces lectures donc sont censées lui apporter un peu de réconfort et répondre aux questions ontologiques qui le taraudent. Si Gédéon est une série récréative qui fait sourire de ses facéties animalières et de ses faciès aussi populaires, elle n'en demeure pas moins l'expression d'un profond scepticisme. Et l'animal qui est mis en scène par Rabier se découvre au prisme aussi d'une lecture chrétienne. Nous voyons les choses, selon l'expression de saint Paul, dans un miroir. Et la mission de l'écrivain est aussi tout de même d'interroger ce grand miroir aux énigmes qu'est l'existence. On ne peut pas manquer de penser à Rabier, justement, et à sa saga, en observant les paramètres évangéliques contenus dans son album. Et en particulier, assurer la paix et le bonheur de vivre, mais aussi des allusions bibliques plus précises, tant par les mots que par le dessin. Comment ne pas penser à la lutte de Samson contre Dalila, lorsque Gédéon, en Afrique, rase le lion Brutus et le dépouille ainsi, voilà le résultat, de sa puissance, par exemple. La baleine, rencontrée aussi lors du naufrage dans l'Atlantique, vous avez vu tout à l'heure, n'est pas sans rappeler la baleine de Jonas. Le rejet du culte de la personnalité, l'adoration, comme celle tant appréciée par Grognard, le chien, dans son île, rapproche aussi de l'épisode du veau d'or. Et Gédéon finira par détruire l'icône Grognard. Les repas providentiels aussi, que permet Gédéon, avec ses trouvailles, ont des allures de multiplication des pains et des poissons, telles celles qu'on rencontre dans l'Évangile. 2 passages sont directement donc inspirés de la Bible, également dans l'Écriture. L'arche de Noé, construite par Gédéon pour arracher les animaux à la tyrannie des hommes dans les dernières aventures de Gédéon, quand on sait que c'est écrit en 1939. Et les propos aussi échangés entre Siméon et Gédéon, dont Gédéon est un bon garçon. Ces propos-là, vous voyez donc l'arche de Noé, ici, et tous les propos tenus sont énormément empreints de religiosité. Voilà ce que dit en particulier Rabier. Aimez-vous comme la parole de l'Évangile, aimez-vous les uns les autres et méprisez, pour ne pas dire oubliés par les frères inférieurs de l'homme. Je crois que l'on perd son temps à vouloir moraliser et convaincre ces êtres lamentables. Certes, répondit le bon canard, mais peut-être arriverait-on à un meilleur résultat en remplaçant les paroles par des actes. À peine perdu, mon pauvre ami. On peut toujours essayer, reprit Gédéon, dont l'âme est faite de toutes les bontés. Alors, il faut ajouter à ce dialogue la légende finale qui clôt l'album sur une image pacifique, mais comme l'humanité ne peut se passer de justice sans crainte de retomber dans la barbarie, Gédéon le bon apôtre a repris ses audiences et continue à rendre ses sages jugements sous le vieux chêne. Donc, l'image se conjugue au texte, évidemment, dans les deux cas, avec cette pensée chrétienne de Rabier, et la double conscience donc, qui parle en lui, c'est-à-dire le pessimisme de l'homme face aux événements
on va dire Montebello, cette fois pour la Deuxième Guerre mondiale, et l'égoïsme de l'homme aussi, d'autre part, avec en même temps un espoir invétéré de l'homme et de son pacifisme à la veille donc, de la seconde conflagration mondiale. Donc, si de nombreuses scènes antédiluviennes sont présentes aussi dans les albums, avec leur violence, à grand renfort d'explosions, d'objets déchiquetés, de corps distordus même, avant un retour à l'harmonie, on va dire, initiale, eh bien, l'allusion finale à Noé construit vraiment une arche d'alliance autour de toute cette série, en désignant aussi ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire son involution, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'homme est voué à l'échec et à la destruction, et il ne trouvera son salut qu'en lui, en l'éducation qu'il transmet à ses descendants. Donc, il va projeter finalement tous ses désirs dans cette gédéonie. Voilà, une nouvelle île, un nouvel espace, une nouvelle utopie du XXe siècle, et il embarque donc sur sa péniche, pourrait-on dire, parce qu'il avait choisi une péniche au départ, donc tous ces animaux pour les emmener vers un nouveau bonheur. Mais malheureusement, ils ne peuvent vivre en communauté. Leurs instincts ne s'accommodent pas de cette gêne. Les vieilles inimitiés de race ne sont pas d'ailleurs si vite apaisées. Ils s'impatientent, ils s'irritent, et voilà déjà du désordre. Donc c'est un échec. La boucle, finalement, est bouclée. Et signe la fin pratiquement de la saga du héros en mal de paix. Et de l'espoir qui reste en suspens. Les animaux regagnent leur pénate, finalement, la ferme, le cirque, la forêt, mais cette tentative de pacifisme et d'éloignement donc des hommes et du mal échoue. Donc Rabier, à ce moment-là, va présenter une bête captive. Une bête qui est la métaphore de l'homme lui-même captif. Et donc, il propose une sorte de rédemption, on pourrait dire, de l'homme par la bête, créée par le Sauveur. Et là, c'est vraiment une lecture très évangélique et très biblique, on pourrait même le dire. Alors, outre ces éléments bibliques, il faut manier aussi d'autres inspirations de Rabier, et en particulier pour Gédéon. On va trouver le roman de Renard, bien sûr, qui l'illustrera. On trouve aussi des scènes dignes du roman comique de Scarron, les fables de La Fontaine et de Florian, qui l'illustrent aussi. La chef de Monsieur Seguin, aussi, bien évidemment. La mythologie, un côté roman de la route avec Jacques le Fataliste, une cruauté qu'il emprunte volontiers à Villiers de l'Isle-Adam, et un certain, on pourrait dire, naturalisme emprunté à Maupassant dans son observation des hommes et des animaux. Donc, l'attitude de considération de l'animal par Rabier est unique en son genre, puisque finalement, il reconnaît sa capacité à raisonner. Et ça, c'est important. Parce que c'est finalement ce que l'on retrouvera quelques années plus tard. Et là, véritablement, on va avoir un animal qui trouve son prolongement dans une fonction beaucoup plus allégorique, comme celle de La Bête est morte, par exemple, de Lancet et Zimmermann en 1944, ou bien dans Naos, plus tard, dans les années 80, de Spiegelman. Donc, voilà les prolongements possibles ici. Et cette analogie avec les philosophes dont je vous parlais n'est pas anodine, en fait. Et finalement, dans l'attitude des animaux évoqués dans les 4 derniers albums de Gédéon, le fil rouge est une réflexion sur le pouvoir où les cieux s'assombrissent considérablement. Et il suffit d'observer les faciès colériques des animaux, qui sont à l'image de la colère qui s'empare de l'Europe et du monde en même temps. Et si on observe plus précisément, donc, à cette époque, vu la construction d'Annie Maginot, le succès du national-socialisme en Allemagne, l'accession au pouvoir d'Hitler, la politique isolationniste des États-Unis, qui génère un climat lourd de méfiance en Europe. Alors, déjà, Gédéon quitte les États-Unis, on va dire l'Amérique à cette époque. Gédéon Gramanitou résonne aussi un peu comme un écho des élections françaises et du Front populaire. La lucidité de Gédéon reflète le pessimisme de l'homme. Fuyons l'égoïsme et le cynisme, dit-il, avant de quitter le Nouveau Monde, avant de revenir d'Amérique. Et il est faux donc de dire que Rabier représente l'animal en soi. C'est aussi un symbole de l'homme. Ces aventures offrent une lecture, on va dire, critique, comme on en trouve dans des romans, comme ceux de Diderot, par exemple, ces romans de la route, ces nouveaux romans,
Notamment, donc, à la fin, par exemple, de ce roman Gédéon Mécano, c'est un véritable roman cette fois, depuis ce jour et tous les dimanches au matin, pendant que les villageois s'habillent, l'ancien chauffeur fait à ses amis rassemblés le récit fabuleux des aventures de voyage dont furent illustrées les randonnées en automobile des 3 célèbres touristes, le chauffeur d'2 ans, le voyageur Placide et Gédéon le Mécano. Donc, au fond, ce récitant, ancien conducteur, peut-être n'est-il autre que l'auteur-illustrateur qui nous mène sur la route du roman de Gédéon. Alors, vous voyez que la production pléthorique de Benjamin Rabier est marquée par le grand œuvre Gédéon, qui occupe tout de même 16 années. Et ces 16 albums témoignent vraiment d'un affermissement de la construction narrative, d'un souci croissant de l'enchaînement des épisodes internes, d'une adaptation de l'image qui va devenir bande dessinée, d'une continuité ensuite à l'intérieur entre l'espace et le temps, et donc de Flambeau Chien de guerre à Gédéon, le trait a bien gagné en sûreté, le faciès en expressivité, et l'organisation de la page aussi s'est énormément modifiée. Les images sont délimitées par des cartouches, proches de la bande dessinée, et finalement on a une fusion des espaces graphiques, iconographiques. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Rabier refuse quand même l'anthropomorphisme pur, le zoomorphisme pur. On reconnaît toujours finalement l'animal, on reconnaît toujours l'arbre. Il préfère le terme d'ailleurs analogie quand on lui parle. Et donc il a hissé la figure animale sur un piédestal par sa familiarité du trait dont Hergé reconnaît qu'il s'est inspiré. Et Gédéon, on pourrait dire, démythifie le statut de l'animal dans la littérature pour acquérir l'étoffe d'un être humain, devenir peut-être l'allégorie d'une pensée pacifique qui aura échoué, d'une pensée chrétienne aussi, inédite à travers une comédie sociale et animale. Et finalement, c'est un plaisir discret qui remplit à la lecture de Gédéon, un plaisir que décrit bien Bernard Clavel. Rabier n'est pas un dessinateur de génie, il est un magicien. Oui, ce soir j'ai 5 ans, c'est la vieille lampe pigeon tenue par ma mère qui va m'accompagner jusque dans la chambre glacée sous la couette, bien chaude, contre la bouillotte. Je vais m'endormir en rêvant que Gédéon et ses amis sont tapis sur la vieille armoire. Voilà, je vous remercie.